Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Le Bangladesh encourage la culture d'aubergines génétiquement modifiées, mais les anti-OGM sont inquiets et accusent les autorités d'exploiter la méconnaissance des fermiers. En Chine, Pékin essaie de corriger d'inquiétants déséquilibres démographiques avec la fin de la politique de l'enfant unique, mais aussi d'anticiper les problèmes futurs avec des politiques très ambitieuses. Depuis près de 2 mois, l'offensive russe en Syrie vient s'ajouter à une guerre qui broie le pays depuis bientôt 5 ans. Comment cette situation est-elle vécue par la population? Élément de réponse dans cette édition. Paris, au diapason des métiers de la musique. Ce soir, dans Code 24, direction le quartier de l'Europe où sont installés depuis le 19e siècle luthiers et archetiers. Il y a ceux qui restaurent les instruments et ceux qui les confectionnent. Embarquement enfin à bord d'un navire de Médecins sans frontières depuis avril 2015. L'organisation sillonne la Méditerranée centrale et orientale pour secourir les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe sur des embarcations de fortune. Le Bangladesh est-il en train de devenir le nouveau laboratoire des firmes OGM, alors que ces dernières années, l'Inde, le grand pays voisin, a freiné sur son territoire le développement des cultures d'organismes génétiquement modifiés? Le Bangladesh apparaît comme la nouvelle terre promise des industriels leaders du marché. L'Institut bangladais de recherche agricole, avec l'aide de l'USAID et de la firme indienne Maïko, a lancé un projet pilote visant à développer la culture d'aubergines génétiquement modifiées. Souhaitant améliorer leur rendement, une centaine de fermiers pauvres cultivent donc ces aubergines. Mais les ONG s'inquiètent des effets à long terme sur la santé. Elles accusent le gouvernement d'exploiter la méconnaissance des fermiers en les encourageant à utiliser cette technologie. Les fermiers se retrouvent au cœur d'une bataille entre pro et anti-OGM. Morgane Belloir, Pinakirois. Rond ou allongé, les légumes de ce fermier ont tout de l'aubergine. Des aubergines, oui, mais pas si banales. Ce sont des aubergines transgéniques. Partout? Oui, ici sur ces 2 rangées, ici et là tout autour. Ces aubergines génétiquement modifiées, Rana les a plantées l'année dernière. Avec cette variété, il a doublé sa production. Avant, la moitié de ma production était attaquée par un insecte. Je devais jeter 50% de mes récoltes. Ces nouvelles aubergines sont plus résistantes. Je peux toutes les vendre. Cette aubergine transgénique, créée par la firme indienne Maïko, partenaire de Monsanto, est aujourd'hui uniquement commercialisée au Bangladesh. Le ministère de l'Agriculture bangladais a même déroulé le tapis vert. Instituts, laboratoires et chercheurs y sont désormais dédiés. C'est donc ici, au nord de Dhaka, la capitale, sous ces grandes serres, que les pousses d'aubergines transgéniques sortent de terre. Un gène y a été introduit afin de lutter contre un insecte ravageur surnommé le foreur des fruits et des tiges. Le foreur des fruits et des tiges est un insecte dévastateur pour notre pays. À chaque saison, les fermiers doivent répandre beaucoup d'insecticides pour s'en débarrasser. L'avantage avec notre aubergine transgénique, c'est que maintenant les fermiers n'ont plus besoin d'utiliser aucun insecticide. Près de 20 000 plants sont en préparation pour la saison prochaine. Tous seront distribués gratuitement à plus d'une centaine d'agriculteurs. Un test grandeur nature, premier pas du Bangladesh vers une agriculture transgénique. Mais sur le terrain, une bataille entre pro et anti-OGM s'est engagée pour convaincre les fermiers. Rana reçoit aujourd'hui la visite de Delaware, un activiste anti-OGM. Qu'est-ce que c'est? C'est le panneau donné par le gouvernement. Il est inscrit phase de test de l'aubergine transgénique dans les champs. Qu'est-ce que vous savez des aubergines transgéniques? Je n'ai pas eu de formation, mais d'après mon expérience, je peux vous dire que la production est très bonne. Au Bangladesh, les fermiers sont très pauvres. Ils sont une proie facile. Le gouvernement devrait être plus prudent avant d'introduire ces OGM sur le marché.
Ce produit devrait être testé dans un laboratoire indépendant pour déterminer sa toxicité à long terme. Un argument également avancé en 2010 par les autorités indiennes qui, faute d'études suffisantes sur la toxicité de ces aubergines, en ont interdit la culture. Le directeur de l'Institut de recherche agricole du Bangladesh refuse d'entendre cet argument. Il accuse les anti-OGM de mener des campagnes de diffamation. Ils disent à nos fermiers de ne pas aller dans leurs champs car ça pourrait mettre en danger leur santé. Tous nos rapports montrent qu'il n'y a pas de risque pour la santé humaine. Pour les pro-OGM, l'agriculture transgénique est un moyen comme un autre d'enrayer la malnutrition, véritable fléau au Bangladesh. Le gouvernement semble plutôt convaincu par l'argument. Dès l'année prochaine, des pommes de terre génétiquement modifiées côtoieront les champs d'aubergines transgéniques. Les surfaces OGM ont cru de 3,6% entre 2013 et 2014 pour atteindre 181 millions d'hectares dans le monde. 18 millions d'agriculteurs de 28 pays différents, représentant près de 60% de la population mondiale, ont cultivé des organismes génétiquement modifiés en 2014. Cette année, le Vietnam et l'Indonésie ont approuvé les cultures de canne à sucre génétiquement modifiées. Les plus grands producteurs d'OGM restent les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, l'Inde et le Canada. Ils représentent à eux seuls 90% des cultures génétiquement modifiées. Les USA sont de loin les plus gros producteurs avec 73,1 millions d'hectares consacrés aux biotechnologies. Les cultures GM ont permis en 2014 de lutter contre la faim dans le monde et de limiter l'empreinte environnementale de l'agriculture en réduisant le recours aux pesticides. Direction la Chine à présent, où les autorités ont récemment fait une annonce historique. Le pays va tourner la page de la politique de l'enfant unique, une décision qui vise notamment à corriger d'inquiétants déséquilibres démographiques. En effet, à l'image de la taille et de la population gigantesque du pays, l'Empire du Milieu fait face à des défis colossaux. Démographie, emploi, environnement, la Chine n'a pas d'autre choix que d'anticiper dès à présent les problèmes de l'avenir. Un constat qui justifie nombre de politiques très ambitieuses. L'exemple avec ce reportage consacré au projet Grand Pékin. La Chine redessine les contours de sa capitale dans les grandes largeurs. 100 millions d'habitants, une superficie égale à celle d'un pays comme l'Uruguay ou encore le Sénégal. C'est un reportage signé Pierre-Philippe Berson. Il a beau briller à 5h30 du matin, le soleil n'est pas le premier levé à Yangjiao. Dans cette ville de banlieue, une centaine de personnes patientent déjà à l'arrêt de bus. Ces travailleurs attendent 1 heure, puis font 1 heure de trajet supplémentaire pour rejoindre Guomao, le centre économique de la capitale chinoise. À Yangjiao, les bus sont rares, un toutes les 10 minutes en moyenne pour une ville de 250 000 habitants. Le métro ne vient pas jusqu'ici, alors les places sont chères. Certains jouent des coudes, d'autres, en retrait, ont une technique différente. Quelques femmes, plus âgées, attendent sur le côté, au tout début de la file. Je fais la queue pour mon fils. Grâce à moi, il dort 1 heure de plus et il est certain d'avoir une place assise pour redormir pendant le trajet. À Pékin, les appartements sont trop chers. Il n'a pas les moyens de vivre plus rapproché de son bureau. Vers 6h30, après 1 heure d'attente, elle aperçoit enfin son fils. Il redonne les clés de l'appartement familial et reprend la place occupée par sa mère, en tête de la file d'attente. Quand le bus arrive, il est le premier à monter, assuré d'avoir une place assise pendant tout le trajet jusqu'au bureau. Le rituel est le même toute l'année, été comme hiver, des dizaines de femmes à la retraite, comme elle, se dévouent pour leur enfant. Les autres passagers semblent compréhensifs. Je comprends que les parents fassent ça pour leur enfant, ça ne me dérange pas. Les bus sont saturés à l'image de la ville. Pékin et ses 21 millions d'habitants est congestionné. Pour y remédier, les autorités lancent le projet du Grand Pékin, baptisé Jing-Jin-Ji, une fusion de 3 provinces.
Jing, c'est pour Beijing ou Pékin, ici en jaune. Jin, c'est pour Tianjin, ici en vert. Et enfin, Ji, en rose, c'est la province du Hebei. Un ensemble de 220 000 km² pour 110 millions d'habitants, soit la taille du Sénégal et la population du Mexique. Un gigantisme censé désengorger la capitale. Le projet solutionnera les 3 principaux problèmes de Pékin, les embouteillages, la pollution et le prix élevé des loyers. Pour y parvenir, nous allons délocaliser des administrations et des usines de Pékin vers la province du Hebei. Le port de Tianjin, lui, concentrera les activités commerciales. Et de cette façon, nous allons soulager le centre et dynamiser les territoires périphériques. Les travaux ont déjà commencé. Tongzhou, une ville de lointaine banlieue, va accueillir une partie des administrations, jusqu'alors située dans le centre de Pékin. La mégaville se veut aussi plus verte. Les activités polluantes seront éjectées à l'extérieur de la capitale. 3 des 4 centrales à charbon de Pékin ont déjà été fermées et déplacées à l'intérieur du pays. Ces relocalisations donnent à la capitale chinoise des airs de ville propre, une solution en trompe-l'œil pour les spécialistes de l'environnement. D'après un rapport du ministère chinois de l'Environnement, près d'un tiers de la pollution qui entoure Pékin et la moitié des émissions les plus toxiques qui touchent la ville proviennent des provinces éloignées de Pékin. Donc, déplacer les émissions n'améliorera pas la qualité de l'air. Le Grand Pékin va coûter 140 milliards d'euros et devrait être terminé en 2025. D'ici là, les habitants de Yangjiao continueront de se lever avant le soleil pour attendre le bus. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Cela fait près de 2 mois que les bombes russes ont commencé à fendre le ciel syrien. 2 mois d'une offensive qui a fait plusieurs centaines de morts et dont les résultats sur le terrain sont limités et contestés. Alors que dans un énième effort, les grandes puissances négocient pour tenter d'esquiser une sortie de crise, la guerre continue, les réfugiés affluent toujours vers l'Europe. L'aide russe a certes redonné espoir aux forces loyalistes, mais on est loin des grandes avancées au sol promises par l'armée. Comment cette situation est-elle vécue par la population restée en Syrie? Comment est gérée la crise humanitaire dans les frontières du pays? Comment a évolué le discours officiel de la dictature syrienne? Immersion au cœur des territoires contrôlés par le régime de Damas. Un carnet de route dans la Syrie de Bachar el-Assad. C'est un document signé Ksenia Bolchakova. Quand on arrive à Damas, la première impression est étrange, car tout semble normal. Les muezzins appelant à la prière, l'agitation près de la gare routière, le calme absolu des arrière-cours. Ici, il n'y a pas de couvre-feu. On fait ses emplettes dans le vieux marché de la ville. Sous l'œil de Bachar el-Assad, certes, mais on circule librement. La vie semble suivre son cours, à part quelques changements. À l'origine, je suis tailleur de costumes pour hommes. Militaire? Non, civil. Mais là, je retaille surtout des vestes militaires. Celle-ci, par exemple, c'est une large. Et il faut que j'en fasse une small pour un soldat. Rachid a encore du travail. Chaque semaine, il rafistole une vingtaine de vestes. Il a de la chance. Dans le souk, beaucoup ont perdu leur clientèle depuis que les touristes ont déserté Damas. Mais dans ces zones, contrôlées par le régime, pas question de se plaindre. Après tout, c'est la guerre. Une guerre qui n'est pas loin. La ligne de front est à 3 km à peine. Notre première étape, Daraya, dans la banlieue de Damas. L'an dernier, la ville fut le théâtre de féroces combats
Et en août 2012, l'armée d'Assad y est accusée de crimes de guerre après la découverte des corps de 330 civils. Ces hommes refuseront de nous en parler. Ils sont là pour nous emmener à la rencontre d'un commando très spécial. Les snipeuses de Bachar. Parmi elles Riyam, 21 ans. Généralement, les rebelles se cachent derrière les façades en béton. Quand on ne les voit pas, c'est parfois dur de viser juste. Mais quand j'étais à Jobar, j'en ai descendu pas mal. Je ne sais pas combien exactement. Notre mission consiste à détruire les groupes armés. On n'a pas le temps de compter les cadavres. Toutes se sont engagées sur la base du volontariat. Créée il y a 2 ans, cette brigade compte près de 2000 soldats répartis sur 6 lignes de front dans tout le pays. Au début, mes parents étaient contre le fait que je m'engage dans l'armée. Mais ensuite, ce sont eux qui m'ont encouragée. Quand la guerre sera finie, je reprendrai le cours normal de ma vie. Je veux fonder une famille et continuer à défendre mon pays tout en inculquant à mes enfants l'amour de la patrie. Belle, tueuse, patriote, symbole pour le régime de la lutte contre l'obscurantisme prôné par l'organisation de l'État islamique. Les femmes dans l'armée, égales des hommes, aussi une arme de propagande. Et c'est bien pour ça qu'on nous les montre. En pleine opération russe, Damas veut donner cette image des Syriens, unis dans la lutte contre le terrorisme. Heureux aussi de voir les avions de chasse de Vladimir Poutine dans leur ciel. Le moral en Syrie est très bon. Si je pouvais, j'enlacerais les Sukhoi et les MiG russes qui bombardent nos ennemis. Enthousiasme gênant quand on sait que ces frappes tuent aussi des civils. Un peu plus de 200 depuis le début de l'opération russe. Des millions ont fui les combats. Nous demandons à visiter un camp de réfugiés. Les autorités acceptent. Nous prenons la route vers le nord de cette zone que nous allons sillonner. Damas, l'attaqué. Homs, territoire contrôlé par le régime. La Syrie utile de Bachar al-Assad. Nous arrivons à l'attaquer, le fief du clan présidentiel. Une des régions les plus sûres du pays. Elle accueille plus d'1,5 million de déplacés. 6 000 vivent dans ce camp. Pour la visite, voici notre escorte. Il y a même un colonel de l'armée syrienne. Nous avions entendu parler d'un endroit sûr à l'attaquer, un endroit pour nous les réfugiés. Nous sommes de Harim. À cause des bombardements, nous avons perdu notre maison. Alors nous avons d'abord fui à Idlib. Mais les terroristes ont attaqué là aussi, alors on a dû partir. Elle n'en dira pas plus. Probablement intimidée par ses nombreuses bottes à l'entrée de sa tente, Fatima et les 20 membres de sa famille qui la partagent ne se plaindront pas non plus des conditions de vie dans le camp. Moi, je suis arrivée dans le camp avec 3 enfants. Le 4e est né ici. On m'a beaucoup aidé ici. Ils m'ont donné des couches, du lait. C'est beaucoup, car tout ça est très cher. Je pense que tous les Syriens qui ont fui pour l'Europe ou la Turquie ont commis une erreur. Dans ce camp, on vit aussi bien que chez nous à Alep. On a tout ce qu'il nous faut, sans quitter le pays. Les 4 millions d'habitants qui ont fui le pays, des faibles, voire des traîtres pour Baksa et les responsables du camp.
Nous retrouvons le colonel. Il insiste pour nous montrer les cuisines. Il nous emmène ensuite à la petite école du camp. Les enfants sont en week-end, mais le directeur est là. Le colonel va le briefer sur le contenu de l'interview qu'il doit nous accorder. Tu peux couper la caméra? Il faut que tu dises que tout ça, c'est fait sur ordre direct de son Excellence le Président de la République syrienne. Et toi, la traductrice, tu dis bien à la journaliste que l'idée de maintenir la scolarisation des enfants, c'est le Président qui l'a voulu. C'est clair? Sans surprise, l'homme s'exécute. Tout a été fait sur instruction du Président. Cette école est un cadeau de son Excellence pour protéger les enfants et maintenir leur scolarité. Nous quittons les lieux. Notre prochaine étape, Kardakha, le berceau de la famille Assad dans les hauteurs de l'Attaqué. La population ici fait partie de la minorité alaouite, la religion du président. Ici, contrairement à tout le pays, les alaouites sont majoritaires. Et c'est ici que Fatima et ses deux nièces ont trouvé refuge. Elles vivent dans cette maison chez des proches depuis qu'elles ont quitté Hadra. Cette ville, à 20 km de Damas, tombée il y a 2 ans, sous le contrôle des combattants du front Al-Nusra. Ils ont commencé à chercher les Druzes, les Alaouites et les chrétiens. Ils avaient des listes avec les noms et les adresses de chaque maison où ces gens vivaient. Commence alors ce que le régime appelle le massacre confessionnel d'Adra, l'exécution, la décapitation d'une centaine de civils par les djihadistes. Fatima et son mari s'en sortent, cachés par des voisins sunnites, qui iront même jusqu'à leur fournir de faux papiers pour qu'ils puissent quitter la ville. Dès qu'on s'est retrouvés dehors, on a dû passer un checkpoint de terroristes. Ma voisine me disait « Ne les regarde pas, ferme tes yeux, continue de marcher, sinon tu risques de te faire démasquer. » Dans sa fuite, le couple laisse tout derrière lui, mais 2 jours plus tard, Fatima apprend que sa belle-sœur a été kidnappée, la mère de ses 2 petites, Arij. La voilà sur cette photo, quelques mois avant la prise d'Adra, et sur cette autre, déjà aux mains de ses ravisseurs. C'est une preuve de vie. Là, elle tient une pancarte écrite de sa main. Il y a la date du jour et sa signature. Elle devait être libérée ce jour-là dans le cadre d'un échange de prisonniers. Mais on ne sait pas pourquoi, l'échange n'a pas eu lieu. Des familles déchirées, des morts. Il y en a donc aussi dans le camp Assad, victimes des islamistes contre lesquels le régime affirme être un rempart. Et c'est l'un des arguments phares dans la guerre de communication lancée par Damas. Nous arrivons à Homs, ville symbole de l'opposition anti-Assad. Jusqu'à l'automne dernier, elle était tenue par les rebelles, mais assiégés, ils finissent par l'abandonner aux forces loyalistes. Des lieux hantés par des mois de combat, un quartier que certains surnomment même le Stalingrad syrien. Il n'y a pas âme qui vive, enfin presque. Nous apercevons ces fleurs sur un balcon. Ce sont celles de Fauzi. Il lui a fallu plusieurs mois pour obtenir un laissez-passer de l'armée pour entrer dans cette zone. Aujourd'hui, il est le seul habitant à venir chaque jour pour retaper sa maison. Là, j'ai refait la peinture. Et là, ce sont les nouvelles fenêtres que je vais installer. Et là, j'ai déjà refait tout le carrelage. Un travail titanesque. Voilà à quoi ressemblait sa maison il y a quelques mois. La cuisine était comme ça, regardez. Ce trou-là, c'est à cause d'une bombe. Vous savez, c'est si cher d'acheter une nouvelle maison que c'était plus simple pour moi de faire ça. Et puis, je voulais retrouver ma maison. J'ai commencé. J'espère que d'autres suivront. Nous quittons Fauzi, car nous avons rendez-vous un peu plus loin, avec cet homme. Il vit aujourd'hui caché à Homs,
Mohamed Al-Assaad est le fils du professeur Khaled Al-Assaad. Archéologue, ancien patron des antiquités de Palmyre, assassiné en août dernier par des membres de l'organisation de l'État islamique. Quand le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO tombe aux mains des djihadistes, il participe au sauvetage des pièces antiques, mais il est rapidement capturé. Il a d'abord passé 28 jours en captivité, durant lesquels ses ravisseurs lui ont fait subir toutes sortes de tortures et d'interrogatoires. Il voulait connaître la cachette où, croyait-il, se trouve l'or de la cité antique, mais il a refusé d'obtempérer. Les terroristes n'ont pas hésité à le décapiter sur la place publique à Palmyre, devant une foule nombreuse. Puis ils ont accroché sa tête sur un poteau électrique pour faire peur aux habitants de la ville. Perdre notre père a été un choc pour nous tous. Il était un bon père, un grand frère et un très bon ami. Mohamed verra son père pour la dernière fois en mai dernier, quand lui-même évacue 400 pièces vers Damas et le musée national syrien. Ce musée sera notre dernière étape. Depuis 2012, l'institution a fermé ses portes au public. Et après les destructions de Homs, nous découvrons ces salles vides. Toutes les pièces ont été évacuées. Dans notre mémoire, les images du musée de Bagdad 2003 existaient. On a voulu de ne pas répéter ce qui se passait à Bagdad ou ailleurs. C'est pourquoi nous avons commencé ici, au musée national, mais aussi dans tous les musées de Syrie. Chaque jour, les étudiants du professeur Mamoun trient les pièces sauvées. Celles-ci viennent du musée de Deir ez-Zor, tombé sous le contrôle de l'organisation de l'État islamique. Là, on numérote chaque objet. La zone de la fouille, la référence du musée, et puis je leur donne aussi un 3e numéro pour nos stocks. Et il y a du travail. Plus de 30 000 nouveaux objets sont à répertorier, parfois à restaurer, comme ces tablettes datant de plus de 4000 ans. Mais ce sont les vraies images comme ça. Mais la grande fierté de ces équipes, la voici. Ces statues du site antique de Palmyre, un trésor. Au total, 35 musées de Syrie ont été évacués. L'essentiel des pièces mises en lieu sûr. Mais Damas ne peut rien faire contre les pillages et les fouilles sauvages sur les sites archéologiques. Si tous les Syriens sont d'accord pour le sauvetage du patrimoine ensemble, loin de la politique, à mon avis, ça va servir aussi la politique. C'est-à-dire, le sauvetage du patrimoine syrien, c'est un projet de paix. La paix. Le professeur Mamoun sera le seul à prononcer ce mot de tout notre séjour. Et on aurait presque envie d'y croire à la vue de ces jeunes couples dans le jardin du musée. Mais pour lui, comme pour les autres figures du régime, cette paix, elle passe par le maintien de Bachar al-Assad au pouvoir. Et si le sauvetage de ces vieilles pierres est certes important, on se dit qu'il ne suffira pas à réconcilier tout un peuple, traumatisé par 4 ans de guerre et la mort de 250 000 personnes. Regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite. Au XIXe siècle, à Paris, le Conservatoire national de musique, installé dans le quartier de l'Europe, attire luthiers et archetiers. Chez les Boyer, la lutherie est une histoire de famille. Dans cet atelier de restauration, on se transmet le métier de père en fils depuis 3 générations. Il y a ceux qui restaurent les instruments et ceux qui les confectionnent. Aux portes de Paris, la manufacture Selmer façonne saxophones et clarinettes depuis près de 100 ans. Une excellence artisanale mondialement reconnue, comme en témoignent les nombreux musiciens qui font chanter ces instruments. Reportage. Je transmets cette passion à Florent, mon fils.
J'espère qu'il aura le même feu sacré. Faut pas se rater. Faut toujours laisser, comme disait mon grand-père, un peu plus de bois. Quand il en reste, on peut toujours le rattraper et réduire. Quand il n'y en a plus assez, c'est trop tard. Les instruments, c'est des compagnons de route. C'est les âmes des musiciens, les instruments. Je ne sais pas trop qui joue qui. On fabrique bien, donc on fabrique pour longtemps, et c'est un instrument que vous pouvez garder pendant 30 ans. Vous le faites, vous le fabriquez, vous le rendez propre à votre propre musique. Au XIXe siècle, le Conservatoire national de musique, installé dans le quartier de l'Europe à Paris, attire luthiers et archetiers. Chez les Boyer, la lutherie est une histoire de famille. Dans cet atelier de restauration, on se transmet le métier de père en fils depuis 3 générations. Le savoir-faire, il date déjà du XVIe siècle, puisqu'on trouve nos premiers luthiers, on va dire, ceux de grande qualité, c'est 1540. Donc les bases de la lutherie sont ancrées depuis bien longtemps. Restaurer, pour un luthier, c'est aussi entrer dans la mémoire des instruments, un savoir-faire immuable. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces instruments qui datent de plusieurs siècles sont restés totalement à l'identique, tant dans la fabrication que dans le vernissage. Donc la lutherie a vraiment gardé 500 ans sans évolution majeure. Et quand Florent, le fils, revoute un alto, c'est toujours avec le plus grand respect. On essaye d'avoir beaucoup de respect pour les instruments qui sont la plupart du temps nettement plus vieux que nous. Donc l'intention, c'est de les faire perdurer dans le temps, dans les meilleures conditions possibles, et donc d'apporter une restauration ou une modification tout en essayant de préserver un maximum de l'authentique de l'instrument. Entourée de légendes, la lutherie circule entre Crémone, en Italie, et Paris depuis le XVIe siècle. C'est l'époque où certains instruments atteignent la perfection absolue. Ce qui est extraordinaire, c'est la réputation de Stradivarius, qui a été le maître à penser de centaines de milliers de luthiers, et qui l'est toujours un peu. Parce que beaucoup de jeunes luthiers veulent s'approcher de Stradivarius ou d'Amati ou de Guarnerius. Ce qui est génial, c'est de savoir qu'on n'y arrivera jamais. Il y a ceux qui restaurent les instruments et ceux qui les confectionnent. Aux portes de Paris, la manufacture Selmer façonne des saxophones depuis près de 100 ans. Une excellence artisanale mondialement reconnue. L'excellence, c'est l'art du détail. C'est d'aller au plus fin possible pour fabriquer des instruments d'exception. C'est principalement un tube sonore, c'est principalement un son, c'est principalement du vent que l'on vend, mais du bon vent. Et donc principalement, c'est trouver quelle est la meilleure alchimie entre le travail du métal, les volumes, les techniques, les mécaniques pour arriver à l'excellence. Chez Selmer, les 850 pièces d'un saxophone sont réalisées au sein de l'atelier. Il y a 6 saxophones qui existent, du sopranino au basse. Bien, changer la typologie d'une soudure, changer le contenant d'une soudure peut avoir une influence sur le son. Changer la forme d'un patin peut avoir une influence sur le son. Donc chaque chose sera à chaque fois testée avant d'être lancée dans une production. Une quête de la perfection qui oblige à tout fabriquer à la main. C'est de la chaudronnerie traditionnelle. En l'occurrence, là, c'est un pavillon pour une clarinette basse. Et c'est à la force du bras et à la force du cou qui doit être donné de la bonne manière, de façon à ce que le métal épouse vraiment toute la forme du mandrin et qu'il n'y ait pas d'endroit qui soit beaucoup moins épais que d'autres. Donc c'est tout un apprentissage. Au bout du compte, c'est quand même la musique va être pratiquée avec nos instruments, donc c'est un patrimoine culturel non négligeable. C'est un patrimoine manuel, avec cette vraie spécificité, cette culture du savoir-faire, du bien-faire, etc. C'est un patrimoine de gestes, c'est un patrimoine de savoir-faire, donc c'est un patrimoine de tout. Alexandra Grimal est saxophoniste et compositrice.
Membre de l'Orchestre national de jazz, elle promène son sopranino Selmer aux quatre coins du monde. C'est une horlogerie d'une précision incroyable. C'est vraiment des toutes petites pièces, puisque c'est vraiment, ouais, c'est une petite pierre précieuse. Ce sopranino Selmer, je trouvais qu'il avait une richesse de timbre incroyable. Donc un son pouvait se transformer en 1000 couleurs et j'avais comme une patte, je sentais qu'il y avait un potentiel de modelage très grand. Par la force des choses, donc j'ai été obligée d'en avoir un. Voilà. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Depuis avril 2015, Médecins sans frontières a affrété 3 bateaux qui sillonnent la Méditerranée centrale et orientale pour secourir les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe sur des embarcations de fortune, en bois ou en plastique, avant que ceux-ci n'échouent, morts sur les rivages du sud de l'Europe. La correspondante de France 24 a pu suivre les équipes d'MSF à bord d'un de ces bateaux, le Dignity One. Depuis juin, ils ont pu ainsi sauver plus de 4500 personnes. Si la fréquence des départs de bateaux de migrants depuis les côtes libyennes a diminué par rapport à cet été, des centaines d'entre eux tentent toujours quotidiennement de prendre le large, rêvant d'une vie meilleure. C'est un reportage de Marine Pradel. 6 h du matin, au large des côtes libyennes. Bonjour officier, ici Dignity 1. Je vous appelle pour vous informer que nous avons détecté visuellement un bateau pneumatique. Nous sommes à environ un demi-mille nautique du bateau et nous nous préparons à procéder à un sauvetage. Ok, bonne journée, au revoir. L'équipage du Dignity One se prépare à effectuer son 51e sauvetage de migrants depuis juin. Sur le pont, chacun est à son poste. Un premier Zodiac part à la rencontre de l'embarcation. Tu le vois là-bas ? Premier impératif, rassurer les passagers, éviter un mouvement de panique qui pourrait faire sombrer le bateau sur lequel personne ou presque ne sait nager. Il y en a pour chacun d'entre vous, je veux que vous restiez calme. Sur ce canot pneumatique, 74 hommes et 34 femmes, dont une grande majorité de Nigérians, des Ghanéens, des Sénégalais et d'autres ressortissants de pays d'Afrique. On commence par les femmes et ensuite on embarque tout le monde. On vous aime, mais vous ne dites pas où vous nous emmenez. Je vous ai dit qu'on vous emmenait en Europe. Les femmes sont transférées les premières, extraites du canot surchargé au prix d'un dernier effort. Les premières sauvées sont partagées entre les larmes, la joie et les prières. Merci Jésus, merci Jésus. Le débarquement est bien rodé. Restez bien chacune à votre place et ensuite, une par une, vous allez monter, ok ? Ce jour-ci, l'équipage d'MSF, humanitaires et marins sont 15 en tout pour gérer une centaine de rescapés. Alors tout le monde s'y met, même Juan, le cuisinier, qui passe les migrants au détecteur de métaux pour s'assurer qu'aucune arme ne monte à bord. Le rythme des sauvetages était à son plus élevé cet été. De juillet à septembre, la mission Dignity One a secouru 4502 personnes au cours de 38 opérations. Avec l'arrivée de l'hiver, les départs de canots depuis les côtes libyennes sont moins fréquents, mais la mer agitée et les températures qui baissent ne découragent pas pour autant les migrants. Nous sommes une organisation médicale internationale. Nous sommes indépendants. Nous ne travaillons avec aucun gouvernement, ni avec la police. La ronde des embarquements se poursuit pendant plus de 2 heures. D'où viens-tu? Et quel âge as-tu? From 1989, okay. Thank you very much. You can sit down. We need to register nationality first of all to Nous devons enregistrer les nationalités d'abord pour avoir une idée générale d'où viennent les gens, mais aussi parce que nous voulons être sûrs que nous saisissons bien les grandes tendances. Et parmi ces tendances,
une assez nette. Une grande partie d'entre eux dit fuir avant tout la violence et le chaos libyen. Mauvais traitements, esclavage, emprisonnement arbitraire, violences sexuelles généralisées les poussent toujours plus nombreux dans les bateaux. Parmi ces rescapés, Hadji Dari, étudiant à l'école des Beaux-Arts de Dakar. Il raconte être parti il y a 6 mois en Libye pour travailler et gagner de quoi financer le reste de ses études à Dakar. À notre arrivée à Libye, j'ai trouvé la situation autrement. L'insécurité, le banditisme sorti de la terre libyenne. Sans recevoir un coup de fusil ou un coup de poignard. Je remercie vraiment le Tout-Puissant. Pour retourner au Sénégal par le Sahara, c'est trop risqué. Finalement, je me suis dit, attends, je vais essayer de sortir ici, par la mer. Mais sur ce bateau, aujourd'hui, la grande majorité des rescapés sont nigérians. Clifford a 29 ans, elle a fui son pays il y a 2 mois, seule, via le Niger. Le bateau, c'est vraiment très effrayant. C'est une expérience affreuse. J'ai gardé ma tête baissée pour ne pas voir la peur sur le visage des autres personnes. Donc je me suis juste assise en fixant un point au sol et j'ai prié Dieu. Près d'un tiers des personnes secourues par la mission Dignity One sont originaires du Nigeria. Au Nigeria, diplômé ou pas diplômé, tu n'as pas de travail. C'est pour ça que les Nigérians fuient le pays. À bord, la tension du sauvetage redescend et beaucoup s'endorment après plus de 8 heures d'angoisse en haute mer. Mais déjà, un autre bateau de migrants est repéré à proximité, signalé par le Centre de coordination des sauvetages maritimes. Basés à Rome, ce sont eux qui centralisent les appels au secours d'embarcations en détresse. Il est 10 heures et les Zodiacs d'MSF reprennent leur balai. Est-ce qu'il y a quelqu'un de blessé ou de vraiment malade? À bord de ce canot, 118 personnes, dont 114 originaires de Somalie, 2 Érythréens et 2 Soudanais. Les mineurs sont identifiés pour s'assurer qu'ils soient pris en charge comme tels à leur arrivée en Italie. Est-ce que tu peux me dire quel âge tu as? 11 ans? Ok, je te donne ce bracelet. Ils sont 23 adolescents de moins de 18 ans sur ce bateau. Je suis content, super content. Je veux vivre en paix, tu vois. C'est pour ça que je suis parti dans un bateau en plastique. Sur le pont inférieur, dans l'hôpital de bord, un médecin et une sage-femme procurent les premiers soins. Dès qu'elle s'est sentie en sécurité, avec toutes les épreuves qu'elle a traversées pour arriver, le voyage en canot et tout ça, eh bien elle s'est évanouie sous le choc émotionnel. Et là, peu à peu, elle se réveille. D'autres cas, plus graves, arrivent. 2 rescapés sont atteints d'infections graves contractées au cours des mois de voyage entre la Somalie et la Libye. Mais parfois aussi, quelques bonnes nouvelles, comme il y a 2 semaines, et la naissance in extremis d'un bébé camerounais miraculé. 16 heures, 2 vedettes des gardes-côtes italiens abordent le Dignity One. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous transférer tous sur un autre bateau. Et cet autre bateau va vous emmener en Italie. Les migrants sont transférés à Lampedusa. Depuis 6 mois, MSF interpelle l'Union européenne sur l'hécatombe en Méditerranée centrale. L'Union a répondu en déployant depuis le 7 octobre dans le cadre de l'opération Sophia 9 bâtiments de guerre européens et 1300 militaires pour arrêter les passeurs. Il n'y a pas un seul jour à perdre pour vraiment prendre des mesures qui permettent aux gens qui ont besoin d'une protection internationale de quitter leur pays de manière sûre et de pouvoir demander la protection internationale de manière sûre et légale. Et ça, ce n'est pas en lançant une opération qui vise à combattre les trafiquants qui va résoudre cette situation. Depuis le début de l'année 2015, on estime à plus de 3300 le nombre de personnes disparues en tentant de traverser la Méditerranée. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée.